Bonjour, nous abordons la troisième partie de notre chapitre 3, les forces évolutives, grand 3, la spéciation, apparition de nouvelles espèces. Dans une première partie, on va travailler en petit a sur la construction de la théorie de l'évolution. C'était une activité que vous pouviez faire, donc compléter les données de la frise chronologique par des recherches personnelles sur la théorie de l'évolution. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu la faire, c'est pas grave, on le fait ensemble. Alors tout d'abord, on va découvrir ce que c'est qu'une théorie. Alors une théorie en sciences, ça correspond à un ensemble de découvertes, un ensemble d'explications de phénomènes biologiques qui vont permettre de construire un modèle explicatif. Et ce modèle va s'appuyer sur des connaissances du moment et possède ce qu'on appelle une capacité prédictive. Donc on va pouvoir intégrer les nouvelles découvertes que l'on va faire. Et ces nouvelles découvertes vont permettre de corroborer, d'être en accord, si vous voulez, avec le modèle. Si ce n'est pas en accord, la théorie devra être annulée et une autre devra être proposée. Mais si tout va bien, donc les nouvelles découvertes sont en accord avec le modèle, l'enrichissent et il est encore plus performant et encore plus développé. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, on a eu avant cette théorie d'autres qui ont voulu expliquer le vivant. On avait la théorie qu'on décrit comme la théorie fixiste. La théorie fixiste, comme son nom l'indique, dit que tous les êtres vivants sont dès le départ sur la Terre et il n'y a aucun lien de parenté entre eux. Chaque être est présent là, à un temps donné, certains disparaissent, mais tous étaient présents dès le départ. Et certains ont disparu, d'autres ont continué à exister, mais ils n'ont aucun lien entre eux. Cette théorie du fixiste, bien évidemment, a été abandonnée, et peu à peu, notre théorie de l'évolution s'est construite. Tout d'abord par Benoît Maillet, qui a postulé que l'homme descend d'un poisson, c'est-à-dire qu'il y a un lien de parenté entre l'homme et le poisson, donc une théorie d'une certaine évolution, en tout cas d'une modification, c'est pas fixe, ça se modifie au cours du temps. Ensuite, Linné va enrichir cette théorie grâce à un recensement de plus de 6000 espèces, avec des espèces plus ou moins proches les unes des autres, qui permettent de mettre en évidence éventuellement un lien de parenté entre elles. C'est surtout Lamarck qui va marquer un changement, la théorie du transformisme. Alors, c'est-à-dire que ce n'est plus le fixisme, mais c'est le transformisme. Le transformisme, c'est le fait que dans la nature, les arbres en grandissant vont conditionner la croissance du cou des girafes. C'est-à-dire que le milieu va changer et quand le milieu change, les organismes s'adaptent au milieu et changent eux aussi. Donc il y a bien une idée de changement, mais cette théorie a été abandonnée parce que ce n'est pas le milieu qui va faire changer, mais plutôt les individus qui changent et ensuite le milieu va sélectionner. Et c'est ce que va mettre en évidence Charles Darwin, le phénomène de la sélection naturelle. Lui et un autre chercheur, Monsieur Wallace, ont la même idée en même temps, si vous voulez, et vont démontrer ce qu'on appelle la théorie de l'évolution avec le phénomène de sélection naturelle. Alors, comment est-ce que Darwin a pu construire sa théorie, en tout cas son idée de sélection naturelle? Alors, il est parti des faits, des éléments qu'il constatait dans la nature. Le premier fait qu'il constatait, c'est que les individus pouvaient varier naturellement. Donc, on a différentes versions d'escargots ici présents dans une même espèce. Donc, il y a des variants naturels. Après, il se pose la question, est-ce qu'on peut sélectionner ces variants? Dans le fait numéro 2, on voit que, comme pour le chien, certains individus peuvent être sélectionnés plutôt que d'autres. Et on a constaté avec l'agriculture qu'on a pu sélectionner des plants de maïs ou des plants de blé pour qu'ils deviennent de plus en plus performants. Donc on peut avoir un phénomène de sélection. 2 autres faits vont lui permettre d'étayer sa théorie. Donc le 3e fait, c'est qu'il voyait que sans contrainte dans un milieu, les espèces vont pulluler. Donc une espèce va pouvoir s'étendre indéfiniment lorsqu'elle n'a pas de prédateur. Donc on peut avoir un phénomène de sélection grâce
en absence de contrainte. Le quatrième fait qu'il va observer, c'est qu'on a quand même, malgré cette notion de contrainte, on a une énorme diversité des espèces dans la nature. Donc comment expliquer cette diversité très importante alors qu'il y a des contraintes importantes de sélection, de prédation entre les espèces? Donc comment expliquer cette diversité importante en ayant cette idée de contrainte sur les populations? En fait, il va mettre en évidence un phénomène qui se fait à court terme et à long terme. Donc pour lui, ce qui va se passer, c'est qu'à court terme, on va avoir ce qu'on appelle une combinaison de survie. C'est-à-dire qu'à un temps donné, certains individus vont être mieux adaptés dans leur environnement que les autres. Et donc, cette combinaison-là va être privilégiée dans l'environnement et elle va être plus représentée. Cependant, il peut arriver que le milieu change. Et donc, à long terme, il y a d'autres combinaisons qui peuvent être sélectionnées puisque le milieu peut changer. Et donc, dans l'environnement, on va avoir une diversité, donc ce fait-là, on va avoir des variétés importantes pour pouvoir permettre une adaptation en fonction des changements du milieu. Une adaptation à court terme, mais aussi à long terme. La sélection naturelle est donc un succès reproductif différentiel entre les individus d'une même population. Donc à partir des faits qu'il a observés, il a construit cette idée, cette théorie de la sélection naturelle. En s'appuyant donc sur de nombreux faits observables et vérifiables, Charles Darwin a proposé en 1859 la théorie de la sélection naturelle, donc les 4 faits qu'on a proposés. D'autres travaux ont ensuite complété ceux de Darwin pour aboutir à la théorie de l'évolution actuelle. Charles Darwin propose la théorie de la sélection naturelle, donc cette théorie de la sélection est intégrée à notre théorie de l'évolution actuelle, qui a un rôle central dans les sciences du vivant et qui explique que les êtres vivants sont liés les uns aux autres par des relations de parenté. Et cette évolution se fait par justement des mécanismes de sélection, par des mécanismes aussi de mutation, donc découverte que la source de nouveautés génétiques, c'est la mutation, donc qui a été apportée en complément de la théorie de Darwin, que Monsieur Kimura lui a apporté l'information que les mutations dans la plupart du temps sont neutres. Donc si elles sont neutres, il n'y a pas de sélection qui s'exerce. Et donc les mutations diverses et variées peuvent être présentes dans l'environnement. Elles ne donnent ni avantages ni désavantages. Et un autre chercheur, lui, donc Monsieur Fischer, va proposer le phénomène que l'évolution des espèces dépend donc de la sélection naturelle, de la mutation et de la divergence. Et la divergence, il va expliquer ça par le fait qu'on ait des milieux différents, un hasard différent qui va faire que les populations vont évoluer. Probablement anciennement l'idée de la dérive génétique. Alors, à partir de cette théorie de l'évolution, on a donc défini des forces évolutives qui permettent des modifications des populations et notamment des espèces, par des mécanismes qui vont permettre ce qu'on appelle la spéciation, l'apparition de nouvelles espèces. Et vous avez 2 phénomènes ici qui sont décrits, 2 modèles, avec 2 exemples pratiques. Donc on peut avoir ce qu'on appelle une spéciation de type allopatrique. Dans cette spéciation, vous avez une modification de l'environnement, par exemple ici la formation d'un canyon, qui va séparer une population ancestrale en 2 sous-populations qui accumulent tellement de différences qu'il y aura 2 espèces différentes. Ça, c'est la spéciation allopatrique, liée à une modification environnementale. Mais il arrive que des spéciations, qu'on dit sympatriques, se produisent. Et à ce moment-là, c'est à l'intérieur de la population, des modifications génétiques vont faire que ces individus seront différents de la population de départ et donc créer 2 espèces différentes. Et nous allons voir, avec les 2 exemples présentés ici, quel exemple correspond à quel type de spéciation. Donc on étudie tout d'abord les écureuils antilopes. On a 2 types d'écureuils antilopes. L'écureuil antilope de Harris et l'écureuil antilope à queue blanche. Ces 2 antilopes vont avoir des périodes de reproduction qui sont différentes, de décembre à mars, ou alors de février à juin.
Ces deux espèces, on voit qu'elles ont un lien de parenté. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique. Le point là représente un ancêtre commun. Donc ils avaient une population ancestrale où il y avait une reproduction entre ces individus. Donc ces deux espèces ont un lien de parenté qui date de 2 millions d'années. Or, on peut mettre en corrélation donc cette date avec la formation du canyon. Au départ, le Colorado, c'est un plateau rocheux normal, avec une rivière qui coule. Au fur et à mesure du temps, cette rivière va creuser un lit de plus en plus profond et permettre la formation du canyon. À ce moment-là, les populations qui étaient sur le plateau sont séparées et les animaux terrestres ne peuvent plus traverser. Donc, des individus de la population ancestrale sont d'un côté, les populations ancestrales d'autres individus sont de l'autre côté, et au cours du temps, ils vont accumuler des différences qui vont leur permettre la création de deux espèces différentes, l'antilope, donc l'Eucurus, et l'antilope arisis. Vers 2 millions d'années, de nombreux animaux terrestres ne peuvent plus traverser la formation du Grand Canyon. Il permet la séparation de deux sous-populations. La population ancestrale se sépare en deux sous-populations. Les mécanismes de mutation, de sélection naturelle et de dérive génétique entraînent une incompatibilité génétique, physiologique ou comportementale. On obtient deux espèces différentes. Actuellement, vu qu'elles ont deux périodes de reproduction différentes, même si ces espèces on les met dans un même lieu, un même milieu, elles ne sont plus capables de se reproduire entre elles. On a donc ici une spéciation de type allopatrique liée à la modification environnementale, séparation de la population ancestrale en deux espèces différentes. Et le phénomène de spéciation, donc l'apparition de nouvelles espèces.